Trump demande au cessez-le-feu, Zelensky le demande, le président Macron le demande, tout le monde le demande. Et écoutez, ce soir, la réponse de Poutine, c'est peut-être la principale information, une des principales de ce téléphone. Il dit non, il n'y aura pas de cessez-le-feu, seulement après de longues discussions. Oui. Écoutez-le et je vous laisserai réagir. Nous sommes convenus avec le président des États-Unis que la Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum relatif à un éventuel futur traité de paix définissant un certain nombre de positions, telles que, par exemple, les principes de règlement, le calendrier d'un éventuel accord de paix et ainsi de suite, y compris un éventuel cessez-le-feu pour une certaine période de temps, si des accords appropriés sont conclus. И возможное прекращение огня на определенное время. On ne peut pas être plus lointain dans la description. Un éventuel futur cessez-le-feu, etc. Et après, peut-être, il y aura un cessez-le-feu. Non, tout à fait. Mais en fait, dans l'histoire des négociations, des guerres, c'est rare qu'un cessez-le-feu précède les négociations. En général, il y a des négociations. Pendant ce temps-là, les forces se battent encore plus fort pour gagner le plus de terrain possible. Donc lui, il s'inscrit effectivement dans cette logique. Et ça doit faire partie pour lui d'un accord de paix, évidemment, pour le moment, à ces conditions. Et c'est la résultante de sa conversation avec Donald Trump. Absolument. Ils sont deux à faire cette politique. Parce que vous dites que c'est Poutine qui joue le temps. Non, ils sont deux à faire cette politique. Parce que Trump le laisse jouer. Et Poutine a très très bien compris que Trump, c'est quelqu'un qui cède à tout parce que c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de Twitter, c'est beaucoup de médias et c'est rien sur et c'est beaucoup de bullshit. Oui. Général Yakovlev. Oui, il y a une histoire dans les cessez-le-feu que les Russes reprochent à l'OTAN. Faut pas oublier que avant Dayton, l'ONU qui s'était fait balader par les cessez-le-feu accordés en particulier par les Serbes, chaque fois qu'il y avait le cessez-le-feu, on croyait qu'on pourrait entamer la négociation et hop, 3 semaines après, le cessez-le-feu avait sauté, on était parti pour un tour. Voilà. Et du coup, pour Dayton, avant Dayton, les Occidentaux ont pris une ligne très dure. Il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que on n'aura pas mis au point ce préaccord. Bon. Et ça a été pareil pour Kosovo. Pas de cessez-le-feu. On n'arrêtera pas de bombarder tant que la Serbie n'aura pas levé les pouces. Ça, les Russes, ça leur est resté en travers de la gorge. Donc là, pour l'instant, ils le disent pas ouvertement, mais je pense que dans leur esprit, on va leur faire avaler une dose de leur propre médecine. Il n'y a pas de cessez-le-feu tant qu'on n'a pas obtenu gain de cause. Vous dites souvent, vous dites souvent, il faut faire l'histoire qui est compliquée du guerre de la Yougoslavie, de Kosovo, mais vous dites qu'il y a une responsabilité de l'OTAN qui ne s'est pas bien conduite dans l'affaire du Kosovo. Et les Russes continuent à en prendre prétexte. Alors, c'est pas mon opinion. Au sens, pour les Occidentaux, il fallait mettre un terme à la guerre. Et vu la duplicité systématique des Serbes dans tous les accords de cessez-le-feu du temps de l'ONU, ils avaient dit on va arrêter ça. Maintenant, on bombarde jusqu'à qu'ils retirent le. Vous voyez. Bon, donc nous avions raison. Mais je comprends que les Russes, vous voyez ce que je veux dire, fassent le parallèle aujourd'hui, disent on fait la même chose. Sur le Kosovo, c'est en fait à la suite d'une visite de Modindine à Belgrade, les Russes, les Serbes ont été en fait lâchés par les Russes, voilà, parce que Milosevic avait supporté les mauvais Russes, les Russes enfin peu importe. Mais dans les guerres. Ça, c'est des guerres asymétriques, parce qu'évidemment, l'OTAN était beaucoup plus fort que la Serbie, et la Serbie a fini par céder. Mais c'est vrai que nous sommes venus aider des sécessionnistes albanophones, et nous avons fait une guerre à la Serbie qui n'a pas été autorisée par l'ONU et qui était contraire à la charte de l'OTAN. Donc nous avons évidemment foulé aux pieds, nous-mêmes, les Occidentaux, le droit international qu'on brandit par ailleurs à toutes les sauces. Mais ce que dit Sylvie Berman était très intéressant, c'est-à-dire que dans les guerres, on a l'exemple de la guerre de 14, où là on a deux puissances qui s'équilibrent. Et là, aujourd'hui, sur la guerre, on a un équilibre entre la Russie et l'Ukraine. Personne n'arrive vraiment à avancer. Il y a un équilibre. Eh bien, dans ce cas, effectivement, c'est à partir de septembre que, comment ils s'appellent, Hindenburg et Ludendorff, qui ont compris qu'ils ont perdu la guerre, disent au gouvernement allemand, allez demander, parce qu'ils voulaient pas le faire eux-mêmes évidemment, allez, pour pas être responsable de la défaite, allez demander aux Français et aux Alliés quelles sont leurs conditions. Et ça a mis quand même un certain temps, parce que cette demande date de septembre 18 et qu'il a fallu attendre le 11 novembre
1918 à 11h pour avoir l'armistice.